Meyer Lansky. Ce nom ne vous évoque peut-être pas grand-chose, et pourtant, pendant des décennies, il a incarné l'une des plus grandes énigmes du crime organisé américain. Vous vouliez blanchir de l'argent sale? Il fallait passer par Lansky. Vous vouliez investir les profits du crime? Il fallait passer par Lansky. Vous vouliez comprendre comment la mafia gérait ses finances? Il fallait étudier Lansky. Sauf que voilà, la vérité sur Lansky, c'est, comment dire, un sacré mystère. Car voilà le problème, personne ne s'accorde sur la véritable nature de cet homme. Pour certains, c'était le cerveau juif derrière la mafia, celui qui tirait les ficelles dans l'ombre, un génie financier du crime organisé, un tueur au service de la pègre new-yorkaise, à la fois très puissant et très prospère. Mais pour d'autres, tout ça n'était qu'une légende savamment entretenue, un mythe. Lansky n'aurait été qu'un cadre intermédiaire du milieu, sa réputation sinistre n'étant que le fruit du battage médiatique et de l'hystérie collective autour de la figure du cerveau juif derrière la mafia italienne. Alors, maître du crime ou victime de sa propre légende? Génie financier ou simple escroc qui s'est fait passer pour plus important qu'il ne l'était réellement? Les preuves tangibles, eh bien, elles suggèrent quelque chose d'assez troublant. Alors je vous propose de lever le voile sur l'énigme Meyer Lansky. C'est parti. C'est ici que tout commence pour Meyer Sucholianski. Pendant les jours saints, alors que les anciennes écritures étaient lues à haute voix et que les familles festoyaient, la mort frappait la ville de Grodno. La Russie tsariste tolérait depuis longtemps les pogroms contre les juifs sur son territoire. Des paysans non-juifs battaient et tuaient des hommes, tandis que les femmes subissaient toutes sortes de violences. Avant même que Meyer n'atteigne ses 10 ans, ses parents n'eurent pas d'autre choix que de fuir. En 1911, la famille débarqua à New York et s'installa dans le Lower East Side de Manhattan. Un quartier juif surpeuplé, bruyant, rempli d'étals et de colporteurs criant en yiddish. Personne ne gagnait beaucoup d'argent. Le père de Meyer peinait dans un atelier de confection, gagnant à peine de quoi nourrir sa famille. Mais Meyer, lui, était précoce. En seulement 3 ans, il passa de la première à la 6e année. Un enfant intelligent qui aurait pu avoir un brillant avenir. Sauf que Meyer gardera à jamais les cicatrices de ce qu'il avait vu étant enfant en Russie. Il était profondément marqué par l'antisémitisme. Pour lui, il était hors de question de se laisser abattre comme les juifs de Russie ou de Pologne, et certainement pas comme son propre père. Être juif, cela signifiait ne pas subir les humiliations, et riposter si nécessaire. Et c'est exactement ce qu'il fera. Le Lower East Side n'était pas de tout repos. C'était un quartier particulièrement dur de New York, où, quelle que soit votre taille, il fallait être coriace. Il fallait savoir encaisser les coups et en rendre. Un environnement impitoyable, où seuls les plus forts survivaient. Le problème, c'est que Meyer, lui, était petit, à peine 1,64 m. Mais ce qui lui manquait en taille, il le compensait par sa détermination. Meyer Lansky apprit donc très tôt à se servir de ses poings et connut rapidement ses premiers ennuis avec la loi. C'est là, dans la rue, qu'il croisa un autre jeune voyou juif, Benjamin Bugsy Siegel. Leur rencontre, une bagarre, évidemment. Siegel avait ce charme brut, ce visage de cinéma. Mais ce jour-là, emporté par la rage, il attrapa une arme. Pris dans un accès de fureur, il leva le pistolet, prêt à tirer sur quelqu'un. Les sirènes de police résonnaient déjà dans toutes les directions. Un coup de feu, et c'était fini pour lui. C'est alors que Meyer intervint. Il le retint physiquement, le repoussa de force, l'empêchant de commettre l'irréparable. Meyer dira plus tard que c'est à cet instant précis que leur amitié est née. Et en un sens, cela résumait tout. Bugsy, le feu. Meyer, le frein. L'un rêvait, l'autre calculait. L'un explosait, l'autre contenait. Ensemble, les deux jeunes hommes formèrent le Bug Meyer Gang, une bande juive qui allait rapidement se faire un nom dans tout le Lower East Side. Car oui, on a souvent tendance à croire que le crime organisé, c'est une affaire purement italienne.
La Cosa Nostra, la mafia sicilienne, tout ça. Mais au début du XXe siècle, les réseaux juifs étaient eux aussi extrêmement puissants. Le gang était là pour affronter tous ceux qui venaient semer le trouble dans leur quartier. Voyous italiens, voyous irlandais, quiconque s'en prenait aux juifs. Mais un jour, un événement changea la donne. Meyer se retrouva seul dans une ruelle lorsqu'un adolescent sicilien et sa bande croisèrent son chemin. Ils lui réclamèrent de l'argent en échange de leur protection, une méthode d'extorsion parmi les plus courantes à l'époque. Mais Lansky ne broncha pas. Sans la moindre hésitation, il les envoya promener. Pas question de céder. Le chef du groupe, plutôt que de s'emporter, resta un instant interdit. Devant lui, ce gamin juif osait leur tenir tête, seul, à peine plus grand qu'un enfant de 12 ans. Ce jeune Sicilien s'appelait Charlie Lucania, celui que l'on connaîtra plus tard sous le nom de Charles Lucky Luciano, l'un des gangsters les plus influents de l'histoire américaine. Ce jour-là, dans cette ruelle, il venait de se faire un ami. Une amitié qui marquera à jamais l'histoire du crime organisé aux États-Unis. Très vite, les trois garçons unirent leurs forces. Luciano, Meyer, Bugsy. Un Sicilien, deux Juifs. Ensemble, ils mélangèrent leurs bandes pour s'en prendre aux gangs irlandais qui les attaquaient autrefois. À peine âgé de 15 ans, Meyer quitta l'école. Pas par choix, mais par nécessité. Il décrocha un emploi dans un atelier d'outillage, payé 10 cents de l'heure. De quoi survivre, mais certainement pas de quoi rêver. Sauf que Meyer ne se contentait pas de survivre. Le soir venu, il retrouvait ses gars. Il organisait des parties de dés clandestines dans les arrière-cours et cassait des mâchoires pour le compte de syndicats, eux-mêmes tenus par la pègre. Et là, l'argent coulait. Vite, facile. 10 cents à l'atelier contre des dizaines, parfois des centaines de dollars dans la rue. En janvier 1920, tout changea. Pour Meyer, c'était la fin d'une époque et le début d'une autre. Il n'aurait plus jamais besoin de pointer dans un atelier. Ce soir-là, le Volstead Act entra en vigueur, marquant officiellement le début de la prohibition. Une opportunité énorme, lucrative, presque divine. Parce que si les Américains ne pouvaient plus acheter légalement un verre de whisky, ils le feraient illégalement. Et qui serait là pour le leur vendre? Pas les honnêtes gens, non. Les malfrats, les marginaux, les visionnaires, comme lui, comme Bugsy, comme Luciano. C'était tout simplement l'opportunité du siècle, une mine d'or qui venait de s'ouvrir devant eux. Lorsque la prohibition commença en janvier 1920, le petit gang se lança naturellement dans la contrebande d'alcool. Du whisky illégal acheminé depuis le Canada, de l'alcool anglais qui traversait l'Atlantique. Les affaires marchaient, l'argent rentrait. Seulement voilà, Lansky restait un petit joueur, un parmi tant d'autres dans les rues de New York. Il travaille bien, certes, mais pour passer au niveau supérieur, il lui faut une chose essentielle, un mentor. L'occasion se présenta en 1921 lors d'une bar mitzvah. C'est là qu'il a fait la rencontre d'Arnold the Brain Rothstein, un vétéran du trafic d'alcool, un stratège hors pair. Rothstein est considéré à l'époque comme le gangster le plus intelligent de New York. Son surnom en dit long, The Brain, le cerveau. Il avait compris quelque chose que les autres n'avaient pas encore saisi. Il finançait les affaires, laissait les jeunes voyous comme Lansky prendre les risques dans la rue et récoltait les bénéfices. Pas d'exposition, pas de danger, juste du profit. D'ailleurs, regardez un peu qui travaillait pour lui. Meyer Lansky, il travaillait pour lui. Lucky Luciano, il travaillait pour lui. Ben Siegel, il travaillait pour lui. Frank Costello, il travaillait pour lui. Lex Diamond, il travaillait pour lui aussi. Tout le monde travaillait pour Rothstein. Rothstein apprit à Lansky une leçon fondamentale. Un pot de vin était souvent plus efficace qu'une balle, plus discret, plus propre, et surtout, beaucoup moins risqué. Avec Bugsy, Meyer commence alors à gérer un garage servant de façade pour le transport d'alcool. Le petit homme, comme on surnommait Lansky, garde tout dans sa tête. Les parts, les frais de protection, les profits, tout est calculé. Tout reste invisible. Aucune trace écrite, aucune preuve.
Fidèles au style de Rothstein, les associés sont bien payés et jamais trahis. La violence et la trahison ne sont tolérées que lorsqu'elles sont absolument nécessaires, parce qu'elles faisaient toujours de mauvaises affaires. Elles attiraient l'attention, créaient des ennemis, compliquaient tout. Mais parfois, il n'y avait pas le choix. En 1928, Bugsy et Meyer emmenèrent en voiture un associé qui avait tenté de les escroquer. Une erreur fatale. En plein trajet, ils le forcèrent à sortir du véhicule et à s'enfuir en courant avant d'ouvrir le feu. L'homme reçut 4 balles. Il tituba jusqu'à un hôpital, survécut miraculeusement, et quand la police arriva, il refusa de dire un mot. Pas un nom, pas un visage. Puis, en novembre 1928, le mentor est retiré de l'équation. Arnold Rothstein est assassiné. Une balle dans le ventre, une mort lente et terriblement douloureuse. La rumeur dit qu'il devait des fortunes au jeu, qu'il avait poussé le bluff trop loin. Mais peu importe la raison, ce meurtre, aussi brutal soit-il, offrit à Meyer et à ses amis une occasion inespérée de passer à la vitesse supérieure. Ils avaient appris auprès du meilleur. Ils connaissaient ses méthodes, ses contacts, ses secrets. Très vite, les anciens élèves prirent le contrôle. Et parmi eux, seul Meyer Lansky semblait comprendre la leçon mieux que tous les autres. Lui seul avait hérité du vrai génie de Rothstein. Froid, méthodique, patient. Il n'était plus l'élève. Il devenait, à son tour, le cerveau de la mafia. Chaque gangster avait sa spécialité. Lucky Luciano, c'était la structure. Bugsy Siegel, la force brute. Et celle de Meyer Lansky, c'était le jeu. Mais pour faire tourner un casino illégal hautement rentable, il fallait plus qu'un bon sens des affaires. Il fallait la complicité d'une ville entière. Et l'une d'elles était Saratoga Springs, au nord de l'État de New York. C'est Rothstein lui-même qui avait introduit Meyer à la fin des années 1920. Le jour, riches et pauvres misaient leur argent sur le célèbre champ de course de la ville. La nuit venue, tout basculait. Les paris se déplaçaient vers de somptueux clubs appelés Lake Houses, les ancêtres des casinos de Las Vegas, si vous voulez. Lansky dirigeait les salles de jeu de 2 des plus prestigieux établissements, le Piping Rock et l'Arrowhead Inn, 2 temples du jeu où coulait l'argent à flot. C'est là qu'il affina l'image qu'il allait garder toute sa vie. Intègre, une réputation en or dans un milieu où la confiance valait plus que n'importe quelle arme. Pourquoi cette réputation était-elle si importante? La raison est simple. Un vrai joueur, un joueur dans l'âme, cherchait avant tout une maison de jeu honnête. Pas un piège, pas une arnaque. Un endroit où les dés tombaient vraiment au hasard. Et Meyer était toujours juste. Il détestait les tripots truqués. Il exigeait un jeu propre, honnête. Et c'est ainsi qu'il bâtit sa réputation. Et accessoirement, une petite fortune. À la fin de la vingtaine, des centaines de milliers de dollars passaient déjà entre ses mains. Alors, comme beaucoup d'hommes qui réussissent trop vite, Meyer voulut se poser. Au printemps 1929, il épousa une belle jeune femme juive nommée Anne Citron, amie d'Esther Krakauer, la compagne de Bugsy Siegel. Au début, Meyer goûta au bonheur tranquille de la vie domestique. Une maison, une femme, la promesse d'une vie normale. Mais la réalité de son existence finit par tout empoisonner. Les absences prolongées, les horaires étranges, l'impossibilité de se confier sur ce qu'il faisait vraiment, tout cela rendit impossible toute relation sincère. Plus tard cette même année, la bourse s'effondra. Le crash de 1929. Les familles sombrèrent dans la misère, entassées dans des taudis, faisant la queue pour un morceau de pain. À l'ouest, les récoltes disparaissaient sous la poussière. L'Amérique basculait dans la Grande Dépression. Pendant ce temps, la pègre, elle, survivait. Le trafic d'alcool, les jeux illégaux, l'usure, tout cela continuait de prospérer en pleine crise. Pourtant, Meyer, lui, ressentait la peur. Pas celle de perdre son argent, non, une peur bien plus profonde. La naissance de son premier enfant, Buddy, ne fit qu'aggraver ce sentiment. L'enfant souffrait de paralysie cérébrale et pouvait à peine utiliser ses jambes. Un coup dur pour n'importe quel père, mais encore plus pour Meyer, qui avait juré d'offrir à sa famille tout ce que la sienne n'avait jamais eu. Anne Lansky en a voulu à son mari, et elle n'a jamais cessé de lui reprocher. Il ne peut même plus bouger les jambes, Meyer. Il pleure toute la nuit. Je ne sais même plus s'il me reconnaît.
Et toi, où es-tu? Dehors, Dieu sait où, avec ces gens-là. Je fais ce que j'ai à faire. Tu crois que j'aime ça? Tu crois que j'ai voulu de cette vie? C'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as bâti. Tous ces marchés dans l'ombre, tous ces types dégoûtants que tu appelles tes amis. Et maintenant, regarde ce que Dieu a fait. Ne commence pas avec ça, Anne. Ne t'avise pas de me rejeter la faute. À qui d'autre, meilleur? Tu crois que c'est juste la malchance? Tu crois que c'est une coïncidence si notre fils est venu au monde malade? Dieu t'a puni pour toutes ces choses immondes que tu as faites. Il fait retomber tes péchés sur notre fils. Ne parle pas de lui comme ça! Buddy est innocent. Il ne méritait rien de tout ça. Moi non plus. Peut-être que toi, si. Il était désespéré à l'idée de guérir son fils. Absolument désespéré. Il lisait des revues médicales, cherchait des solutions partout, consultait tous les spécialistes qu'on lui recommandait. Il loua même un appartement à Boston pour que Buddy puisse être suivi par un médecin spécialisé réputé être l'un des meilleurs du pays. Mais il n'y avait pas grand-chose à faire. La paralysie cérébrale ne se guérissait pas avec les moyens de l'époque en tout cas. Et cette impuissance le rongeait de l'intérieur. Pendant que son monde personnel vacillait, un autre grondement se faisait entendre, plus vaste, plus menaçant. Dans les rues de New York, Meyer sentait qu'un changement approchait. Quelque chose bouillonnait au cœur même de la mafia, et Lansky comprenait qu'il allait devoir choisir son camp. Contrairement à la plupart des chefs de gang, Meyer Lansky ne croyait pas à la violence pour la violence. Pas de vendetta spectaculaire, pas de cadavres exposés en pleine rue pour faire un exemple. Pour lui, le vrai pouvoir ne se mesurait pas en coups de feu, mais en confiance. Et dans le milieu, une poignée de main de Meyer Lansky valait plus qu'un contrat signé par une armée d'avocats. C'était un homme de parole, et sa parole valait de l'or. Il avait aussi choisi un mode de vie à l'opposé de celui de ses partenaires. Ben Siegel était un séducteur invétéré, toujours entouré de femmes, avide de luxe et de glamour. Lucky Luciano aimait s'afficher et entretenir sa réputation de gangster. Mais Lansky, lui, il s'habillait sobrement, vivait discrètement, demeurait méticuleux jusqu'à l'obsession. Pourtant, ne vous y trompez pas. Lorsqu'il s'agissait de faire des affaires, Lansky pouvait se montrer aussi impitoyable que ses associés les plus sanguinaires. En 1930, New York devint un champ de bataille. Les rues se couvrirent de cadavres, les alliances se brisaient aussi vite qu'elles se formaient. Deux hommes se disputaient la couronne du crime organisé. Joe the Boss Masseria, le chef de la vieille école sicilienne, et Salvatore Maranzano, un ambitieux fraîchement arrivé d'Italie. Leur guerre, que l'histoire retiendra sous le nom de la guerre des Castellammarese, plongea la ville dans le chaos. Ni Masseria ni Maranzano n'avaient participé à la conférence d'Atlantic City, organisée quelques années plus tôt pour moderniser la pègre. Les vieux parrains refusaient de traiter avec les étrangers, comprendre les Juifs, les Irlandais et tout ce qui n'était pas né en Sicile. Mais une nouvelle génération voulait autre chose. Lucky Luciano, qui rêvait d'un syndicat du crime unifié, comprit que la seule façon d'avancer était d'éliminer le passé. Alors, il alla voir Maranzano et lui proposa un marché. Il éliminerait son propre patron, Masseria, en échange de la paix. En avril 1931, alors qu'il joue aux cartes avec Masseria dans un restaurant de Coney Island, Lucky se lève, prétextant aller aux toilettes. Quelques secondes plus tard, plusieurs hommes font irruption dans l'établissement et abattent Masseria à bout portant. Maranzano devint le capo di tutti capi, le parrain des parrains, le boss suprême. Mais la vision de Luciano refusait cette idée. Il n'y aurait plus jamais de parrain des parrains, plus jamais un seul homme au-dessus de tous les autres. Alors, il commença à planifier l'élimination de Maranzano. Luciano n'avait eu aucun mal à se débarrasser de Masseria. Une partie de cartes, une visite aux toilettes, quelques balles. Simple, efficace. Mais Maranzano était une autre affaire. L'homme ne faisait confiance à personne, et surtout pas aux jeunes Italiens ambitieux comme Lucky. Impossible de l'approcher, impossible de le surprendre. C'est là que Lansky entra en scène. Le 10 septembre 1931, Meyer organisa un commando d'assassins juifs pour se rendre au bureau de Maranzano sur Park Avenue, en se faisant passer pour des inspecteurs du fisc américain.
Une ruse particulièrement bien pensée. Parmi eux se trouve un homme surnommé Red Levine, un juif orthodoxe connu pour ne jamais tuer le jour du sabbat. Mais Maranzano, aveuglé par ses préjugés, crut que si des petits comptables juifs venaient l'auditer, ils ne pouvaient rien contre lui. Ils se trompaient lourdement. Non seulement ils purent lui nuire, mais ils le tuèrent. À coups de couteau d'abord, puis de balles pour finir le travail. Avec la mort de Maranzano, Luciano devint le roi de New York. Et il mit aussitôt en place les structures de ce qui allait devenir la mafia moderne. La commission, les 5 familles, les territoires bien définis. Meyer Lansky, désormais, siégeait à la droite du gangster le plus puissant d'Amérique. Lansky ne pourrait jamais être un chef pour une raison simple. Il ne pouvait pas être un membre de la Cosa Nostra, car il n'était ni italien ni sicilien. Il était juif et il connaissait sa place. Sous Luciano, les familles mafieuses prospérèrent et firent affaire avec des associés venus d'autres origines. Une ouverture inédite. Quand la prohibition fut abrogée en 1933, cela importait peu. La pègre avait déjà diversifié ses activités. Extorsion, recel, trafic divers. Partout où il y avait de l'argent à gagner, la mafia était là. Grâce aux syndicats, elle mit la main sur des secteurs entiers. Vous travaillez dans les marchés, la mafia contrôlait. Vous travaillez dans les transports, la mafia contrôlait. Les docks, les usines, les chantiers, la mafia contrôlait tout. Meyer, lui, se considérait comme un homme d'affaires. Pas un gangster, pas un voyou, un entrepreneur opérant dans le domaine plus doux du jeu clandestin. D'ailleurs, pour lui, les vrais imbéciles, c'étaient les gangsters comme John Dillinger ou Bonnie et Clyde. Ces types qui se faisaient la une des journaux à force de braquer des banques et fuir la police, avant de finir criblés de balles par le FBI. Toute cette violence spectaculaire pour rien. Lansky refusait de toucher aux stupéfiants ou à la prostitution. Trop risqué et surtout susceptible d'attirer l'attention des fédéraux. Il préférait le jeu, plus discret, plus rentable, moins dangereux. C'est d'ailleurs une affaire de prostitution qui fit tomber Lucky Luciano en 1936. Le roi de New York, condamné à 30 à 50 ans de prison. Une chute spectaculaire pour celui qui avait modernisé la mafia américaine. Lorsque Luciano fut incarcéré, le trio se dispersa. Siegel partit vers l'ouest, direction Hollywood. Lansky, lui, se dirigea vers le sud, à la recherche de nouvelles opportunités de jeu. Direction la Floride. Ce que Lansky recherchait, c'était un endroit pour installer la prochaine génération de ses maisons de jeu. Il porta son regard sur une petite station balnéaire, juste de l'autre côté de la frontière du comté de Miami, le village de Hallandale. L'endroit était parfait. Les autorités locales fermaient particulièrement les yeux sur les paris illégaux. De bons casinos attireraient les touristes. De bons casinos rempliraient les caisses. Tout le monde y gagnerait. Mais il y a un hic. Ces jeux étaient déjà contrôlés par un gangster local. Un type qui tenait le territoire et qui n'allait pas céder sa place sans résistance. Pour s'imposer, Meyer fit appel à un homme de confiance, Vincent Allo, dit Jimmy Blue Eyes. Allo fit au baron du jeu de Hallandale une proposition ferme. Que cela leur plaise ou non, Meyer Lansky prenait le contrôle. Rapidement, Lansky fit construire 3 casinos et confia leur direction à son frère, Jake Lansky. Puis il aplanit toutes les tensions. Comment? Bien évidemment, en faisant ce qu'il savait faire le mieux, acheter la paix. Pour apaiser les oppositions, il versa à chaque famille influente de la ville 35 $ par semaine, une petite rente qui assurait leur neutralité. Résultat, le jeu explosa, et Meyer y imposa sa marque de fabrique. Spectacle somptueux, dîner raffiné, service impeccable. Exactement comme à Saratoga. Mais le monde n'était pas que paillettes. À la même époque, une menace sourde montait à l'échelle internationale. Le Troisième Reich s'affirmait ouvertement comme ennemi des Juifs. Et aux États-Unis, des Américains d'origine allemande se réunissaient en masse dans des meetings prônant la cause nazie. Pour Lansky, c'était intolérable. Lui qui avait fui les pogroms de Russie enfant, qui portait encore les cicatrices de l'antisémitisme, ne pouvait pas rester les bras croisés. Il forma alors une équipe de gangsters juifs et se rendit à ces réunions. Pas pour écouter, pour agir. Il était un juif qui refusait de se laisser humilier. Jamais. Pas en Russie, pas à New York, et certainement pas en Amérique. Mais sa véritable occasion de participer à l'effort de guerre vint en 1941, lorsque les États-Unis entrèrent dans le conflit.
En quelques mois à peine, les sous-marins allemands avaient coulé plus d'une centaine de navires marchands alliés le long de la côte. La suspicion était partout. Des rumeurs commencèrent à circuler. Les autorités soupçonnaient que des saboteurs allemands s'étaient infiltrés sur les quais pour aider le Reich. Des syndicalistes corrompus, des dockers complices, tout cela pour étrangler l'Amérique par la mer. Or, à New York, les docks, c'est encore le territoire de Luciano, même derrière les barreaux. Le bureau du renseignement naval fait donc appel à Meyer Lansky pour servir d'intermédiaire. Un choix surprenant, mais pragmatique. Qui mieux que la mafia pour contrôler les docks? Et ça marcha. Ensemble, Lansky et Luciano neutralisèrent les menaces. Ils placèrent leurs hommes sur chaque quai. Ils empêchèrent les grèves syndicales pendant la guerre. Ils transformèrent les pêcheurs, les dockers, les chauffeurs de camions en yeux et oreilles de l'Amérique. Résultat, plus un seul navire ne fut sabordé depuis les quais new-yorkais. À la fin du conflit, en 1946, le gouvernement américain tint parole. Moins de 10 ans après le début de sa peine, Luciano fut libéré. Le roi de New York était libre. Enfin presque. Il fut immédiatement déporté vers son Italie natale. Plus jamais il ne remettrait les pieds en Amérique. Pendant ce temps, à Hallandale, en Floride, les affaires de Meyer prospéraient au-delà de toute espérance. Le shérif local allait jusqu'à envoyer ses policiers en uniforme escorter l'argent des casinos jusqu'à la banque. Pas de discrétion, pas de cachotterie, une protection officielle. Lansky paraissait inarrêtable. Il emmena même son second fils, Paul, dans un voyage à travers le pays jusqu'à Las Vegas, pour surveiller celui que Paul appelait Uncle Ben, Bugsy Siegel. Depuis toujours, c'est Meyer qui parvient à garder Bugsy sous contrôle. Mais cette fois, Bugsy a perdu la tête. Avec l'argent du syndicat, il tenta de transformer le désert du Nevada en capitale mondiale du jeu. Il construisit le Flamingo, un palace somptueux, sauf qu'il dépensa 3 fois plus que prévu. Bugsy faisait sombrer le Flamingo avant même son ouverture. Et dans ce milieu, quand vous gaspillez l'argent des autres, vous payez le prix fort. Quelques mois seulement après la visite de Lansky, le 20 juin 1947, Siegel fut abattu à Los Angeles. Meyer a toujours nié avoir approuvé l'exécution. Mais dans ce monde, le silence en dit souvent plus que les aveux. Et ainsi, en l'espace de quelques années, le trio légendaire se disloqua. Benny Siegel était mort, Lucky Luciano exilé, et Meyer Lansky, seul survivant, se retrouvait au sommet. À la fin des années 1940, Meyer Lansky semblait invincible. Son empire du jeu en Floride tournait à plein régime. Des millions de dollars affluaient chaque mois, grâce aux touristes venus tenter leur chance dans des casinos luxueux près de Miami. Et comme toujours, Meyer partageait. Une part des profits remontait vers New York, vers les familles mafieuses qui assuraient la protection et la paix du réseau. Mais il y avait un partenaire que Lansky n'arrivait pas à contrôler. Un partenaire qui lui causait plus de soucis que n'importe quel patron de famille mafieuse. Sa femme, Anne. Toujours en déplacement entre ses casinos de Floride et son quartier général de New York, Meyer n'était presque jamais à la maison. Anne, épuisée par la solitude et les responsabilités, finit par craquer. En 1947, elle divorça de Meyer. Et peu après, elle fut internée dans un hôpital psychiatrique. Et comme si le destin voulait le frapper une deuxième fois, l'année suivante, Meyer connut un nouveau revers. Cette fois, professionnel. En 1948, l'Amérique changeait de ton. L'opinion publique se soulevait contre le jeu illégal. Les policiers dénonçaient les casinos, et les villes qui, autrefois, fermaient les yeux, comme Hallandale, décidèrent soudain de nettoyer leur image. Les établissements de Lansky furent fermés les uns après les autres. Mais Meyer avait anticipé. Il n'était pas devenu le cerveau de la mafia en se laissant surprendre par les revirements politiques. Il avait mis de côté plusieurs millions et pouvait se permettre d'attendre des jours meilleurs. La même année, il se remaria avec Teddy Schwartz, une manucure qu'il avait rencontrée en Floride. Cependant, à son retour de voyage de noces en Europe, une mauvaise nouvelle l'attendait. Le sénateur Estes Kefauver venait de lancer sa grande enquête sur le crime organisé. Une tournée nationale de commissions d'audition filmées et retransmises à la télévision. Imaginez un peu, pour la première fois, les Américains pouvaient voir de leurs propres yeux les gangsters témoigner en direct. Un véritable spectacle national. Appelé à témoigner, Lansky fit ce qu'il savait faire de mieux.
Il invoqua le 5e amendement, refusant de répondre. Mais le mal était fait. Le visage du parrain discret du jeu américain était désormais exposé au grand public. Fini la discrétion. Meyer Lansky était maintenant un nom connu de millions d'Américains. Alors, en 1952, il prit une décision. Les États-Unis étaient devenus trop risqués. Il lève les yeux vers le sud, au-delà de la Floride, au-delà des lois américaines. Direction Cuba. Les rues de la Havane étaient bordées d'enseignes espagnoles criardes et d'immeubles pastels. Un décor de cartes postales tropicales. Et au milieu de cette effervescence, un cortège étincelant traversait la ville. Pas n'importe quel cortège, les plus grands gangsters d'Amérique. Ils venaient des 4 coins des États-Unis, de New York, de Chicago, de Détroit, de la Nouvelle-Orléans, apportant avec eux des centaines de milliers de dollars en hommage et parts de raquettes destinées à leur chef en exil, Lucky Luciano. Les mafieux festoyaient avec des mets raffinés, offerts par les officiels cubains. Dans la douceur des nuits havanaises, le rhum coulait à flot. Les filles des bordels circulaient entre les tables. Le lendemain, un étage entier de l'hôtel national avait été réservé pour la grande conférence, la réunion qui allait redéfinir l'empire du crime organisé. C'est là que Meyer Lansky exposa sa vision, un empire du jeu contrôlé par la mafia à Cuba. Pendant que Luciano et les parrains présents discutaient du trafic de stupéfiants, Meyer parlait casino, investissement, profit à long terme. Le soir venu, le spectacle démarra. Et quel spectacle! Frank Sinatra, le favori des gangsters, ami proche de Luciano, prit l'avion spécialement pour chanter devant les parrains. If you are but a dream. Cuba avait besoin de Meyer Lansky autant que lui avait besoin d'un refuge. Une relation symbiotique parfaite. Cette même année, l'ancien président Fulgencio Batista avait pris le pouvoir par un coup d'état militaire. Son régime autoritaire bénéficiait du soutien des États-Unis et d'importants investissements américains dans le tourisme. Mais il y avait un problème. Les casinos cubains étaient véreux. Beaucoup utilisaient des jeux truqués pour arnaquer les touristes. Pour redorer l'image du tourisme, Batista fit appel à Lansky, dont la probité dans le monde du jeu était légendaire. Le dictateur lui proposa le poste de tsar du jeu à Cuba. Rien que ça. Il accorda aussi des exemptions fiscales et des aides financières à la construction de nouveaux hôtels et casinos. Les contrats furent naturellement confiés aux proches du régime. Tout le monde y gagnait. Sous la direction de Lansky, le tourisme explosa. Il fit construire le somptueux hôtel Casino Riviera, symbole d'un âge d'or clinquant. 21 étages de luxe dominant la côte havanaise. Les tables de jeu, les spectacles, les vedettes américaines, tout attirait des milliers de riches touristes. Lansky passait désormais la majeure partie de son temps à Cuba, loin des tribunaux américains et plus proche que jamais du pouvoir. Mais même le mania discret du crime ne pouvait échapper à la loi indéfiniment. En octobre 1957, tout se compliqua. Albert Anastasia, parrain new-yorkais, fut assassiné dans un salon de coiffure de Manhattan. 2 balles dans la nuque pendant qu'on lui faisait la barbe. Or, la police savait qu'avant sa mort, Anastasia avait manifesté un vif intérêt pour les casinos cubains. Apprenant que Lansky devait faire un bref séjour à New York, les policiers le cueillirent à son arrivée. Il fut arrêté et interrogé pendant des heures. Mais il n'y a toute implication dans le meurtre. Aucune preuve, aucun témoin, aucune condamnation. Pendant ce temps, la corruption du régime cubain plongeait une grande partie du peuple dans la misère. Les bordels regorgeaient de jeunes filles pauvres, parfois à peine adolescentes. Les bidonvilles croulaient sous la pauvreté, tandis que la police de Batista torturait et exécutait ses opposants. Dans les montagnes de la Sierra Maestra, un jeune révolutionnaire nommé Fidel Castro préparait sa revanche. Depuis 3 ans, ces guérilleros harcelaient l'armée de Batista. Le 31 décembre 1958, à peine un an après l'ouverture du Riviera, les révolutionnaires prirent les principales villes. Batista s'enfuit comme un lâche, emportant des millions avec lui, et Castro entra triomphalement dans la Havane. Les troupes rebelles envahirent les casinos, y compris le Riviera. Lansky se réveilla au son des célébrations, tandis que la foule forçait les machines à sous pour s'emparer de l'argent. Tout ce qu'il avait bâti s'effondrait en une nuit. Castro s'allia rapidement à l'Union soviétique,
Puis il nationalisa toutes les propriétés américaines à Cuba. Les hôtels, les casinos, les usines, les plantations, tout. En un instant, Meyer Lansky se retrouva ruiné. Il avait investi presque 18 millions de sa fortune dans le somptueux hôtel Riviera. Des années de travail, son plus grand projet, et le régime de Castro le lui confisqua façon gangster sous la menace des armes. De retour aux États-Unis en 1959, Meyer sentit que quelque chose clochait dans la mafia. Beaucoup de parrains avaient été arrêtés lors d'une réunion à Apalachin en 1957. Puis, Crazy Joe avait déclaré la guerre à son propre patron dans les rues de Brooklyn. Pire encore, Lansky était désormais dans le collimateur d'une opération clandestine du FBI. Des micros illégaux furent installés dans les maisons des principaux mafieux du pays. Tous ces enregistrements et micros installés dans les années 1960 avaient permis au FBI d'obtenir des renseignements précieux sur les activités mafieuses. Sauf un, celui de Lansky. Celui-là n'avait rien donné. Zéro. Pas une seule conversation exploitable. Le 27 mai 1962, selon un rapport officiel, le sujet et son épouse regardaient la télévision. Un débat évoquait alors le pouvoir grandissant du crime organisé, désormais considéré comme la deuxième puissance du pays, juste derrière le gouvernement. Lansky aurait levé les yeux vers l'écran et murmuré à sa femme « Le crime organisé est plus grand que l'US Steel ». 12 ans plus tard, dans Le Parrain 2, sorti en 1974, le personnage d'Ayman Roth, inspiré de Lansky, reprit la fameuse phrase « Michael, nous sommes plus grands que US Steel. » En mars 1970, alors qu'il revenait de vacances au Mexique, les douaniers trouvèrent dans sa valise un flacon de médicaments contre les ulcères, sans ordonnance. Il fut arrêté pour possession de substances illégales, un prétexte ridicule. Un juge annula finalement les charges, mais Lansky en eut assez. 45 ans sous surveillance constante, harcelé pour un flacon de pilule. Il décida qu'il était temps de partir. Direction Israël, là où tout juif pouvait demander asile. En juin 1970, Meyer et sa femme atterrirent à Tel Aviv. Il avait toujours admiré Israël, même s'il n'avait pas vraiment respecté les traditions juives au fil des ans. Désormais, il voulait y vivre le reste de ses jours. Are you a religious Jew? No, I'm not a religious Jew, And what but are I am a Jew in my heart. Il comptait invoquer la loi du retour, qui garantissait la citoyenneté israélienne à tout juif. Lansky croyait sincèrement que son loyalisme serait récompensé. D'ailleurs, il affirmait avoir utilisé ses contacts sur les docks de New York pour détourner des cargaisons d'armes destinées aux Arabes et les envoyer à Israël pendant la première guerre israélo-arabe de 1948. En septembre 1972, la Cour suprême d'Israël rejeta sa demande. Lansky fut sommé de quitter le pays. Le rêve israélien s'effondrait comme le rêve cubain 12 ans plus tôt. Refusant d'abandonner, il organisa une fuite secrète vers le Paraguay, soudoyant des fonctionnaires pour qu'ils l'aident à se cacher. En novembre 1972, il monta discrètement à bord d'un vol de nuit pour l'Amérique du Sud. Mais le FBI le traqua jusqu'au bout. À son arrivée au Paraguay, on lui interdit même de descendre de l'avion. Les agents américains avaient fait pression sur le gouvernement local et organisé son retour forcé vers Miami. Après 36 heures de vol, Lansky fut arrêté à son arrivée. Le fisc américain lança contre lui une poursuite pour évasion fiscale, s'appuyant sur le témoignage d'un mafieux repenti de Nouvelle-Angleterre, Fad Vini Teresa. Teresa affirma avoir rapporté des bénéfices illégaux issus des casinos londoniens aux investisseurs mafieux américains et ajouta qu'il avait personnellement remis des milliers de dollars à Meyer Lansky. Au tribunal, Lansky resta calme, posé, le gentleman cultivé qu'il avait toujours été en public. Are you pleased with the way your attorneys handled your defense? Sorry, but no comment. Well, you can't blame me for asking, can you? No, I don't blame you at all. Le procureur adjoint fut surpris. Ce n'était pas un petit truand, c'était un gentleman, cultivé, articulé, charmant.
L'argent évoqué par Teresa ne fut jamais retrouvé. Pas de compte offshore, et Lansky présenta un alibi solide. Verdict, acquitté. Meyer Lansky venait une nouvelle fois de battre la loi. Pour certains, c'était la preuve ultime de son génie discret. Pour d'autres, le signe qu'il n'avait peut-être jamais été aussi riche, ni aussi puissant qu'on le croyait. Alors, était-il vraiment le cerveau de la mafia, ou simplement, comme il le disait lui-même, un investisseur retraité vivant d'une modeste pension? La vérité éclata en 1983. Meyer Lansky mourut d'un cancer dans son lit à Miami Beach. Lors de l'ouverture du testament, sa famille s'attendait à découvrir un trésor caché, mais la déception fut totale. Le testament révélait une fortune estimée à moins de 60 000 $. 60 000 $. Pour l'homme qu'on surnommait le génie financier du crime organisé. Lansky n'avait jamais été le parrain tout-puissant que certains croyaient. Il avait perdu l'essentiel de sa fortune à la Havane en 1959, quand Castro avait nationalisé le Riviera. Sous surveillance constante depuis 1960, il s'était retiré des affaires. Et il avait dépensé le reste de ses avoirs dans ses innombrables procès. Les preuves concrètes laissaient penser que Meyer Lansky n'était pas le génie des affaires qu'il prétendait être, ni même celui que la presse imaginait. La grande ironie, la preuve que vous êtes un maître du crime, c'est qu'il n'existe aucune preuve. Pas de traces bancaires, pas d'enregistrement compromettant, pas de fortune retrouvée. Meyer Lansky a-t-il été un génie qui a caché sa fortune jusqu'au bout, ou simplement un homme dont la réputation a dépassé la réalité? La vérité, probablement, se cache quelque part entre les deux. Lansky était intelligent, certes, discret, assurément. Mais le cerveau financier omnipotent, peut-être pas. Et si l'histoire ne le place pas au même rang que Capone ou Luciano, tant mieux pour lui. Car Lansky n'avait jamais cherché ni le sang, ni l'honneur, ni la gloire. Il avait fui les pogroms enfant. Il avait survécu dans les rues du Lower East Side. Il avait bâti un empire du jeu. Il l'avait perdu. Pour lui, tout cela n'avait été qu'un business. Rien de plus, rien de moins. Et il n'avait jamais jugé utile d'en dire plus. Meyer Lansky reste une énigme. Maître du crime ou victime de sa propre légende? La réponse, finalement, n'a peut-être jamais eu d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il a survécu. Dans un monde où la plupart de ses contemporains ont fini criblés de balles ou en prison à perpétuité, lui est mort dans son lit. Et ça, c'était peut-être son plus grand talent.